La question que j'ai le plus peut-être depuis que je fais des vidéos, c'est les fameux « tu penses quoi de tel ou tel projet ?» Et souvent, si je connais pas le projet et que je vais voir un petit peu ce que c'est, je me rends compte que très vite, j'y toucherai même pas avec un bâton. Le truc, c'est que souvent, les points éliminatoires sont les mêmes et mathématiquement, oui, c'est extrêmement intéressant de trouver les projets qui vont performer forcément, mais c'est aussi très rentable de limiter au maximum les projets qui peuvent ne pas performer ou qui vont perdre de la valeur. Alors c'est jamais forcément si blanc ou si noir, mais il y a des éléments avant-coureurs qui nous permettent d'avoir des informations sur la potentielle non-performance d'un projet. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez conscient de tous les red flags qui existent pour pouvoir mieux repérer les projets dangereux pour votre portefeuille. Alors, je tiens à dire que c'est pas parce qu'un projet a un red flag qu'il faut forcément l'écarter ou qu'il est mauvais. Aucun projet n'est vraiment parfait. Tout reste une question de tolérance au risque. Par contre, si vous voyez qu'un projet commence à les accumuler, c'est peut-être le moment de courir. On a largement assez de bons projets dans l'écosystème pour ne pas avoir besoin de prendre des risques aussi inutiles. Donc concrètement, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on commence son analyse? La première chose que vous allez voir en commençant votre analyse, ça va être le site internet du projet. Bah ouais, ça paraît con, mais en fait, ça conditionne énormément notre cerveau et les attentes qu'on va avoir du projet. Avant même de lire ce qu'il y a écrit, on peut faire une petite pause sur le design. Un site qui est bien conçu, qui est professionnel, forcément, ça va donner une première indication sur le sérieux et sur le professionnalisme de l'équipe. Ça peut paraître con, mais c'est un peu comme quand vous faites des achats en ligne. Si le site a l'air un peu scammy, vous allez chercher une alternative. En crypto, c'est pareil. Le site, c'est le premier lien de confiance entre l'investisseur et le projet. Si vous avez un doute, vous pouvez être sûr que les gens qui viendront après vous en auront un aussi. Le design, c'est donc un très beau point de départ. Mais par contre, il faut quand même garder en tête que développer un bon site, ça coûte cher. Ce qui veut dire que les projets qui ont levé beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre d'en avoir un de meilleure qualité. Donc faites quand même assez attention, parce que c'est pas parce qu'un site est ouf que le projet est ouf. C'est peut-être juste qu'ils ont levé des dizaines de millions de dollars et que forcément, c'est beaucoup plus simple derrière d'embaucher des web designers avec autant de budget. Ce qui est vraiment important, ça va surtout être de regarder les éléments qui sont mis en avant, les fameux mots-clés. Souvent, les mauvais projets sont des coquilles vides. Ils essayent de faire rêver les gens en utilisant tout un tas de mots compliqués et en abusant totalement des mots à la mode en ce moment. Donc si vous voyez un projet qui parle à la fois d'intelligence artificielle, de real world asset, de parallélisation des transactions, de data availability et de mécanique quantique, fuyez, cassez-vous, vraiment. Surtout s'ils se vantent toutes les 3 secondes d'être révolutionnaires et d'être les premiers à le faire. Vu que ces projets n'ont pas grand chose à proposer, ils ont aussi tendance à un petit peu trop se vanter des choses qui n'ont rien d'exceptionnel. Un autre point qui me dérange, c'est quand le token est trop mis en avant sur le site. Quand sur la toute première page, en plein milieu, vous voyez le fameux « acheter notre token, vite, le lien pour cliquer ». Bien sûr qu'il faut en parler à un moment donné, mais ça ne doit pas prendre le pas sur le reste. Si on explorait un petit peu sur le site, vous avez l'impression d'être sur une pub du token, c'est que c'est beaucoup trop. Là par exemple, vous voyez qu'on est sur le site du projet Crypto GPT, qui utilise de l'IA pour les traders, de ce que j'ai compris. Alors pour commencer, le nom, la plupart du temps quand il y a GPT dans le titre, c'est pas forcément très bon signe. Ensuite on est sur la page d'accueil et elle nous apprend pas grand chose sur l'utilité du projet. Par contre, on nous parle 5 fois du token et du fait qu'il est déflationniste. Je connais pas le projet, sincèrement, c'est peut-être un très bon projet, mais à première vue, c'est le type à vouloir attirer les débutants en utilisant des buzzwords et en surfant sur la hype autour de l'IA sans proposer de réelle valeur ajoutée. Si je devais analyser ce projet, je me serais déjà arrêté à ce moment-là. Mais admettons que je continue. Comment ça fonctionne exactement, cette histoire d'IA? Pour le savoir, il faut soit trouver la documentation, soit trouver le white paper qui va résumer l'entièreté de la proposition de valeur du projet. Un projet solide, qui n'a rien à cacher, a tout intérêt à mettre en avant ces documents. La plupart du temps, on les trouve dans la barre de navigation du site. Dans notre cas, il faut aller tout en bas, cliquer sur ce petit icône qui nous emmène sur un Linktree, et là, on trouve enfin le white paper. Tout est fait pour compliquer la chose, ce qui n'est pas étonnant quand on voit la gueule du white paper, qui nous apprend pas grand chose de plus. Vous voyez que avec juste l'analyse du site, on peut déjà éliminer une bonne partie des scams et des coquilles vides. Alors c'est très bien, mais beaucoup de projets ne sont pas des scams, et il y a des projets qui ont une proposition de valeur réelle, qui sont simplement moyens. Et donc ceux-là, c'est compliqué de les voir à travers le site. Pour identifier ces fameux projets, il va falloir passer à la deuxième étape, l'analyse de la proposition de valeur. Avoir une proposition de valeur claire, c'est peut-être la chose la plus importante pour un projet. C'est ça qui va permettre aux gens de facilement l'identifier. Le cerveau humain, il est fait pour créer du sens en venant catégoriser les choses. C'est pour ça que pouvoir classer un projet dans un narratif clair est très important. Il faut qu'on puisse résumer le projet en 2 secondes. Celestia, c'est un fournisseur de data availability.
Point. Fetch.ai, c'est un développeur d'agent autonome. Point. Anchor, c'est un fournisseur de nourrir PC. Point. Il y a beaucoup trop de projets qui s'éparpillent et qui essayent de surfer sur tous les narratifs à la mode. C'est par exemple le cas de iExec, qui est un projet de cloud computing décentralisé, qui a aussi une marketplace de données, un outil pour créer des oracles, une sorte d'app store pour applications décentralisées et un service de mail Web3. Premièrement, ça le rend très compliqué à catégoriser. Et deuxièmement, quand un projet s'éparpille comme ça, c'est rarement bon signe pour la qualité des produits proposés. On est dans un secteur qui est tellement garni que les projets ne peuvent pas juste se permettre de proposer une palette de plusieurs outils moyens. Donc, je vous conseille quand même d'éviter les projets qui essayent de tout faire en même temps ou qui changent la proposition de valeur tous les 6 mois. Faites attention quand vous analysez un projet d'un narratif hype, comme l'IA par exemple, regardez depuis combien de temps il existe et s'il ne faisait pas quelque chose de complètement différent avant. Un projet qui vient d'être créé et qui bizarrement a des pins Real World Asset et IA dans sa page d'accueil, bon, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous intéresser de plus près à ce qu'il a à proposer. Là, il faut se demander si c'est quelque chose de nouveau ou si c'est un simple copier-coller de ce qui se fait déjà. Si le projet n'a pas d'avantage concurrentiel, pourquoi est-ce que lui, plus qu'un autre, arriverait à performer? L'exemple le plus récent qui me vient en tête, c'est le narratif du cloud computing. Après qu'on ait eu Akash, Render qui ont explosé, on a vu des dizaines de projets se lancer avec exactement la même proposition de valeur, comme par exemple Octaspace. Pourquoi quelqu'un qui a besoin de ressources informatiques irait sur un sombre protocole si à côté de ça, il y a un projet plus grand, plus établi et avec plus de GPU et de CPU? Ce qu'on va aller chercher, c'est quelque chose qui apporte une nouveauté. Eightir, c'est un exemple de projet qui s'est démarqué en s'adressant uniquement aux professionnels et en proposant uniquement des GPU de haute qualité qui sont faits pour l'IA. Le produit doit combler un besoin et c'est le plus important. Et là, ils se sont spécialisés dans la haute qualité, l'IA et le gaming. Et ça, c'est très intéressant. Sauf que, une fois que tout fonctionne, la team doit aussi avoir une vision long terme qui permet au projet de se développer à l'avenir. Il n'y a rien de pire que d'acheter un token et de voir la team peu à peu abandonner le projet. Et donc pour ça, je vous conseille de regarder 2 choses. Premièrement, la roadmap. Ce qu'on veut voir, c'est une team qui prévoit plusieurs années à l'avance les améliorations qu'ils vont implémenter. Regardez celle d'Ethereum, par exemple, elle est énorme, et ça, c'est un point extrêmement rassurant pour les investisseurs. Ça permet aussi de voir si des mises à jour importantes vont arriver, et de se placer en conséquence. Le deuxième point, ça va être les libérations, les vestings de tokens de la team. Si les vestings sont terminés au bout de 3 mois après le lancement du token, c'est généralement très mauvais signe. Une team qui a confiance en son produit aura aucun mal à attendre plus de 2 ans pour toucher la totalité de ses tokens. Surtout que du coup, ça donne un intérêt à la team à faire en sorte que le projet fonctionne si elle ne veut pas se retrouver avec des tokens sans valeur. Pour en finir avec la proposition de valeur, je vous conseillerais d'éviter les narratifs trop niches. Il faut pas oublier qu'on est là pour faire de l'argent. Si vous voyez que le narratif n'arrive pas à attirer du monde ou n'est pas très spéculatif, c'est un mauvais signe pour le prix. Même si, paradoxalement et malheureusement, ce sont des narratifs qui peuvent contribuer à l'évolution de la technologie. Souvent, les deux ne sont pas reliés. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur la science décentralisée. Le sujet est passionnant et les solutions qui sont développées ont selon moi une réelle valeur ajoutée. Le truc, c'est que c'est pas un narratif très attirant d'un point de vue spéculatif pour le moment. Si vous voulez quand même vous exposer à ce genre de narratif un peu niche, je vous conseille d'y aller avec une petite partie de votre portfolio, de faire attention aux métriques d'utilisation et de checker régulièrement les volumes sur les tokens qui vous intéressent. Avoir une bonne proposition de valeur, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir la mettre en place correctement. Pour ça, il faut jeter un coup d'œil à la technologie qui est utilisée. Le premier red flag à ce niveau-là, c'est un projet qui vous explique ce qu'il fait, mais pas comment il le fait. Tout le monde peut dire qu'il va créer le meilleur layer 1 du monde, mais peu de personnes peuvent vraiment le faire. Nous, ce qu'on veut, ce sont des preuves, pas juste des promesses. La tonne de nouveaux projets qui se lancent dans les narratifs à la mode, qui n'ont souvent même pas de white paper ou de documentation technique, et quand ils en ont, ils ressemblent à celui de CryptoGPT, qui nous parle de son token pour la 100e fois, de la roadmap qui est quasi inexistante et de leur valeur sur la décentralisation, les cypherpunks, etc. Regardez par exemple, ici, on a le white paper d'un projet. Il s'appelle Quantum Blockchain. Quand on regarde le début, on voit une tonne de mots compliqués, de formules de ouf. Ça parle de transformés de Fourier, d'espace de Hilbert, d'oscillateurs harmoniques quantiques. On peut se dire, si on n'a pas trop d'expérience et que le site est stylé, waouh, ok, ça peut être une vraie dinguerie quand même. Les mecs ont taffé, les formules sortent sûrement pas de nulle part, c'est au-dessus de tous les projets que je connais. Sauf que Quantum Blockchain, ça n'existe pas. C'est un faux white paper que j'ai généré en 2 minutes sur ChatGPT. Comme quoi, c'est très facile de paraître compliqué, beaucoup moins de rendre accessible ce qu'il est vraiment. Si vous avez jamais vu à quoi devrait ressembler un vrai white paper, allez jeter un œil à celui de Bitcoin, d'Ethereum ou de Solana. Souvent, il suffit d'un petit peu de logique pour comprendre si un projet peut fonctionner ou pas, et n'oubliez pas, l'une des bases de l'investissement, c'est de n'investir que dans des projets que l'on comprend. Si vous ne comprenez rien au délire, ne rentrez pas dedans juste parce que ça a l'air complexe. Mais pour savoir si le projet en vaut vraiment la peine, il faut s'intéresser aussi à la concurrence. Si vous voyez qu'il est trop en retard sur les autres, il y a peu de chances que le projet gagne en utilisateurs.
utilisateurs. Le meilleur exemple de ça, ce sont tous les Layer 1 qui datent des cycles précédents. Les EOS, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, tout ça, ce sont des exemples de projets qui ont largement été dépassés par leurs concurrents et qui ne s'en relèveront sûrement jamais. Ils vont peu à peu disparaître et tomber dans l'oubli. Faites quand même bien attention à tout ça. Une fois que vous êtes au point sur la tech, on va aller faire un petit tour sur la team. Le premier point qui est absolument évident, c'est que la team doit être connue. Si les développeurs peuvent cacher leur identité derrière un pseudo, le risque de rug est beaucoup plus élevé. Dans certains cas, la team n'est pas connue du grand public, mais le projet est backé par des gros VC comme Binance ou Pantera. Ces VC, elles font quand même toujours le travail de vérification nécessaire avant d'investir. Donc vous pouvez vous y fier, mais en gardant quand même en tête qu'on connaît pas l'équipe. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Dans le cas où la team est dox, il y a quand même quelques vérifications à faire. Premièrement, vérifier qu'elle a de l'expérience dans le domaine. On veut des gens qui soient compétents aux manettes. Vous pouvez vous servir de LinkedIn pour cette étape. Ensuite, il faut faire attention à la réputation de la team. Si vous voyez qu'elle trempe dans des affaires un peu louches ou des scams, c'est peut-être le moment de se casser. La réputation de la team, c'est extrêmement important et ça peut vraiment plomber un projet. Il suffit de regarder Cardano avec Charles Hoskinson ou Justin Sun dans absolument tous les projets dans lesquels il a été impliqué. Dans tous les cas, il faut trouver le moindre indice qui pourrait faire penser que la team n'est pas professionnelle. Pour ça, vous pouvez aller faire un petit tour sur leurs tweets, aux réponses qu'elles donnent sur Discord ou sur Telegram. Si ça devient évasif ou que ça ne répond pas aux questions un petit peu trop techniques, c'est souvent mauvais signe. L'ancien CEO de IO.net nous a donné le parfait exemple de ça. Il y a une histoire, vraiment, c'est la maternelle, hein. Le CEO de Akash a fait un tweet où il lui pose une question par rapport à un problème sur IO.net, où il dit qu'il a acheté un certain montant de puissance de calcul et qu'il en a eu beaucoup moins. Et le mec, donc le CEO de IO.net, a juste répondu à cette question le prix du AKT qui était en baisse en disant oui, si mon token était en baisse comme le tien, je me permettrais pas de critiquer les autres projets. Bon. Depuis, il a démissionné, ce qui est positif pour le projet, mais faites attention à ce genre de choses. On veut une équipe compétente, pas une classe de CP, par pitié. Et dernièrement, évitez les projets où l'équipe se concentre plus sur le prix de leur token que sur la tech. C'est en améliorant la tech que le prix va augmenter, pas l'inverse. La plupart du temps, c'est quand il y a des dramas qu'on peut vraiment voir si une team est compétente ou pas, et la manière dont elle va le gérer est un très bon indicateur. En parlant de problèmes, dans mes analyses, j'aime bien intégrer une partie drama. Dans cette catégorie, je regroupe plusieurs choses. Déjà, on a les hacks. C'est le genre de choses qui peut vraiment faire exploser un projet en plein vol. Reverse Finance, c'est un très bon exemple de ça. Le projet avait atteint les 100 millions de TVL en 2021, mais en mars 2022, il a subi un hack qui a fait perdre 2 millions à ses utilisateurs, et depuis, la TVL s'est effondrée et s'est stabilisée autour de 1 million, donc 100 fois moins. La team n'avait mis en place aucun mécanisme de sécurité pour pouvoir rembourser les utilisateurs si ça arrivait, d'où la perte de confiance de tout le monde, c'est logique. Pour éviter que ça arrive, on peut faire attention à quelques détails. Premièrement, on peut regarder si le projet a un fonds dédié pour rembourser les victimes d'un potentiel hack, parce que ça peut vraiment limiter la casse. Ensuite, on peut voir si le projet a été audité par des auditeurs externes. Le mieux, c'est s'il est audité par différents auditeurs régulièrement, par exemple. Si c'est pas le cas, je vous conseille au moins d'analyser le smart contract pour voir s'il n'y a pas des autorisations dangereuses ou des failles. Il y a plein d'outils dédiés, mais sinon vous avez ChatGPT qui peut aussi très bien faire l'affaire. Pour ça, vous pouvez aller faire un petit tour sur CoinGecko, copier l'adresse du contrat et la coller dans Etherscan. Là, vous pourrez trouver le code du smart contract que vous allez copier-coller dans ChatGPT et lui demander s'il y a des points qui sont dangereux pour un investisseur. Dans l'exemple que j'ai pris, on peut voir qu'il y a une fonction qui permet au propriétaire de retirer tout le solde de l'adresse du contrat. Et on a une autre fonction dans le smart contract qui lui permet de définir s'il veut le prix du token. De définir le prix du token. En gros, s'il veut, il peut juste se barrer avec la caisse. ChatGPT est peut-être pas l'outil le plus adapté, mais il peut faire le taf dans un premier temps. C'est le genre de choses qui peut vraiment vous éviter de perdre bêtement votre argent, surtout pour ceux d'entre vous qui sont sur les mêmes coins. Une autre chose que je classe dans cette catégorie, c'est tout ce qui est problème technique. Les choses comme les problèmes avec la blockchain, des erreurs dans le protocole, les downtime. Si le projet que vous analysez en a eu, faites en sorte de comprendre pourquoi et quelles solutions ont été apportées par la team. Il faut donner le droit à l'erreur. C'est pas la question. Ça peut arriver de se faire hacker, ça peut arriver d'avoir des downtime, ça peut arriver d'avoir des problèmes. On est sur des entreprises qui sont gérées par des humains, donc forcément. Mais ce qui est important, c'est de regarder comment ça a été géré. Est-ce qu'ils ont été transparents? Comment ils ont géré la situation? Est-ce qu'ils ont remboursé s'il y avait besoin de rembourser, etc. Ensuite, on a tous les dramas qui sont liés à l'évolution du projet. Beaucoup trop de projets promettent maintes et maintes choses mais ne délivrent pas. Pour éviter ça, vous pouvez jeter un œil à leur roadmap et vous assurer que toutes les choses qui ont été promises ont bien été mises en place. Regardez aussi s'il y a eu des retards. Souvent, ce genre de problèmes, ils viennent de problèmes internes à l'équipe, mais parfois, c'est aussi des facteurs externes qui peuvent influencer la direction du projet. Un exemple récent qu'on a eu, c'est Hathor. Le projet se concentrait sur l'amélioration du réseau Tor en venant offrir des incitations financières pour la création et la maintenance des relais physiques. Le problème, c'est que Tor n'en voulait pas.
de à tort. Et donc ils ont retiré les relais de leur réseau. Autrement dit, le projet n'avait plus aucune raison d'exister. Depuis, ils ont changé complètement de proposition de valeur. Tout ça pour dire que parfois, le problème, il vient pas du tout du projet en lui-même, il vient de son environnement. C'est la raison pour laquelle les tokens du narrative privacy ne performent pas très bien, par exemple. La pression du régulateur est beaucoup trop forte et ça ne plaît pas aux investisseurs. Donc, faites bien attention à aussi analyser l'environnement du projet et demandez-vous quels sont les potentiels risques. Une fois que vous êtes arrivé là, vous avez normalement une très bonne compréhension du projet. Les questions qui restent, c'est est-ce que c'est utilisé ? Et est-ce que c'est un bon investissement ? On a plusieurs moyens de savoir si un projet est vraiment utilisé. Souvent, on peut trouver une page qui regroupe des statistiques intéressantes, comme le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre de transactions ou le nombre de nouvelles adresses créées. Si vous le trouvez pas directement sur le site du projet, essayez de taper le nom du projet avec Explorer ou Statistiques sur Google. La plupart du temps, on trouve quelque chose d'assez intéressant. Sinon, vous avez des sites comme Token Terminal, Dune ou DeFi Llama qui peuvent vous aider. Le type de données que vous cherchez, il dépend vraiment du type de projet que vous analysez. Si c'est un DEX, on va surtout regarder les volumes échangés. Si c'est un protocole de liquid staking, on va regarder la TVL. Si c'est un projet de cloud computing, on va regarder le nombre d'appareils mis à disposition. Ce qu'on n'a pas envie de voir, ce sont des chiffres qui sont en baisse constante ou qui sont extrêmement bas. Par si vous êtes extrêmement early, c'est quand même un mauvais signe. Si vous arrêtez pas d'entendre parler d'un projet sur Twitter, mais qu'en regardant les stats, vous vous rendez compte que personne ne l'utilise réellement, c'est que c'est souvent beaucoup du vent. Une statistique qui est souvent oubliée, ce sont les revenus générés. C'est ça qui va permettre au projet de durer dans le temps. Mais en faisant vos recherches, vous allez vite vous rendre compte qu'on a souvent très peu d'infos sur ça. Et souvent, c'est fait exprès, parce que très peu de projets arrivent à en générer de manière régulière. Si vous voulez vous intéresser à ceux qui en génèrent le plus, il y a une page dédiée à ça sur DeFi Llama. Au-delà de ça, vous pouvez aussi aller regarder les médias. Le but, c'est de voir si le projet a une communauté qui est active ou pas active. Donc, allez faire un tour sur leur Twitter, regardez le nombre d'abonnés et comparez-le au nombre de réactions sur leur tweet pour voir si ce sont des bots ou pas. Vous pouvez aussi aller sur des sites comme BitDegree pour voir l'évolution du compte. Un autre point que j'aime regarder, c'est le genre d'interaction qu'a la communauté sous les tweets, dans le Discord ou sur Telegram. Ce qu'on veut pas voir, c'est des gens qui répètent à longueur de journée que c'est le meilleur projet du monde, qui va faire x1000, etc. En fait, la façon dont se comporte la communauté est très corrélée avec la façon dont agit la team. Que ça soit dans les interviews, dans les amas, dans leurs posts, etc. Si la commu, ce sont des gros dégènes un peu débiles, ça veut dire que la team a récolté cette communauté pour une raison. Nous, ce qu'on veut, c'est une communauté engagée, qui a des discussions constructives autour du projet. Un projet qui a une communauté de builders aura par exemple plus de facilité à attirer des capitaux sur le long terme. Si elle est composée uniquement de dégènes, c'est plus compliqué. Le token va dump aussi vite qu'il a pump une fois que la hype sera passée et que les gens auront migré vers un autre token. Le dernier point, il concerne les partenariats. Souvent, c'est un bon indicateur de la confiance qu'ont les gens de l'écosystème dans la team et le projet. D'un côté, ça permet d'apporter des utilisateurs et de l'utilité, et de l'autre, ça permet d'apporter de la crédibilité au projet. Mais attention quand même, parce que souvent, dans la liste des partenaires, on a tout le temps des faux partenariats. Pour illustrer ça, on va ressortir notre bon vieux CryptoGPT. Alors désolé si y en a qui sont sur ce projet, ou même s'il y a des membres de la team, même si je pense pas, c'est pas pour vous acharner, c'est juste que vous êtes l'exemple parfait de tout ce qu'il faut pas faire. Alors on voit les partenariats, on pourrait se dire waouh, 17 partenariats, ça doit vraiment être un excellent projet ce truc. Mais en regardant de plus près, on voit que ce sont juste les exchanges et les screeners sur lesquels le token est listé. Et non, ils ont pas vraiment un partenariat avec OpenAI. Donc faites toujours vos propres recherches et ne croyez pas aveuglement ce qu'il y a écrit sur le site, que ça soit pour les partenariats ou pour les statistiques. Le dernier point de cette vidéo, ce sont les tokenomics. De bonnes tokenomics ne feront pas nécessairement exploser le prix. Par contre, de mauvaises tokenomics peuvent détruire un projet et votre investissement au passage. Pour commencer, il faut comprendre à quoi sert le token. Il doit avoir une réelle utilité pour le fonctionnement du projet. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'il soit uniquement là pour enrichir la team. Donc il faut se demander si le projet pourrait fonctionner sans token. Si la réponse est oui, il vaut mieux éviter de l'acheter. Et je voudrais quand même amener une nuance, c'est que un projet pourrait fonctionner sans token. Si on veut affiner, on peut se demander est-ce que le token améliore le projet, c'est plutôt ça. Il faut aussi éviter les tokens qui perdent en utilité au fur et à mesure du temps. L'exemple qui me vient en tête, et ne me tombez pas dessus les maxis s'il vous plaît, c'est un exemple, c'est Avax. Avalanche, c'est un super layer 1 qui héberge beaucoup de bons projets. Mais quand on regarde le prix du token, c'est clairement pas fou. Le problème, c'est que chaque subnet de Avalanche peut avoir son propre token qui va servir à la gouvernance ou à payer les frais de transaction. Et du coup, autrement dit, il n'y a pas vraiment d'incitation à acheter du Avax, sauf pour les validateurs. C'est un problème qu'on va retrouver chez beaucoup de Layer 1 comme Cosmos, par exemple. Le fonctionnement ne permet pas au token de capturer de la valeur. Un exemple de projet qui a un bon mécanisme de capture de valeur, c'est Injective. Les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de payer leurs frais en INJ. Une partie de ces frais est ensuite utilisée pour brûler des INJ et réduire la quantité de jetons en circulation.
Essayez vraiment de trouver des projets qui utilisent ce genre de mécanisme et qui ont pour but d'augmenter la valeur du token. Si vous voulez aller plus loin, Tokenomics Masterclass dans la description pour tout savoir sur les tokenomics. Ensuite, il va aussi falloir regarder la distribution et les libérations. Il faut avoir conscience que si la distribution est trop en faveur des investisseurs privés, ça sera au détriment des plus petits investisseurs comme vous et moi. Ce qu'on veut vraiment éviter, ça va être une pression vendeuse qui empêche le token de bien performer. Pour savoir si c'est le cas, je vous conseille de voir les vestings sur Dropstab, CryptoRank ou Token Unlock. Sur Sui, par exemple, on peut voir que chaque mois, c'est 0,84% de la supply max qui est libérée. Au prix actuel, ça fait potentiellement 63 millions de dollars de pression vendeuse tous les mois. Pendant un marché aussi, ça peut être absorbé, mais c'est comme essayer de nager à contre-courant. Sinon, on a les tokens qui ont été lancés en fair launch. Le fait qu'aucun VC ne puisse dub ces tokens sur la commu a tendance à rassurer les gens, mais il faut quand même faire attention à l'inflation qui a tendance à être souvent très très haute au début. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien regarder l'évolution du prix du token. Si le prix ne bouge pas pendant une longue période, alors que le reste du marché décolle, c'est qu'il y a peut-être une information que vous avez loupée. Voilà les potes, vous prenez cette vidéo, vous prenez la liste, à chaque fois vous regardez si votre projet passe chaque étape et vous savez tout sur les red flags importants à prendre en compte dans vos analyses. Merci beaucoup.